Bonsoir à toutes et à tous. 8 mars 2022, Journée internationale du droit des femmes. Certains se disent pourquoi diable l'UNIS consacre-t-elle un live à ce sujet? D'autres, et ils sont largement majoritaires à l'UNIS, se disent mais comment l'UNIS pourrait rester à l'écart de ce moment consacré à la moitié de l'humanité? Je vais vous présenter dans une poignée de secondes les invités EES de cette édition spéciale consacrée donc aux femmes de l'immobilier. Mais je vais d'abord demander à Danielle Dubrac de nous rejoindre. Danielle Dubrac. Bonsoir Bonjour. À vous, Danielle. Bonjour à toutes. Présidente de. J'espère qu'il y a aussi des hommes derrière leur écran quand même aujourd'hui. J'allais le dire, Gabi, mais je vous laisse la parole. Alors, Danielle, présidente évidemment de l'UNIS, présidente nationale. La question peut sembler triviale, mais elle s'impose quand même. Quel est l'enjeu de ce rendez-vous? Pourquoi vouloir braquer le phare sur les femmes de l'immobilier au-delà de la date? Est-ce qu'il y a un vrai sujet qui concerne les femmes de l'immobilier? Bien sûr, Gabi. D'abord, donc, bonsoir aux auditrices et aux auditeurs, aux membres de l'UNIS. Alors oui, c'est bien sûr la journée internationale de la femme ou la journée des droits de la femme aujourd'hui. Et c'est vrai que penser aux femmes de l'immobilier un 8 mars, ça semble tout à fait logique. C'est pour ça que je suis heureuse quand même qu'il y ait une opportunité annuelle pour aborder le sujet des femmes actives dans l'immobilier. Actives pourquoi? Parce que vous avez des salariés, vous avez aussi des entrepreneurs qui sont dans ces métiers. Et c'est vrai que penser aux métiers d'immobilier comme ceux qui sont représentés dans notre syndicat, vous savez qu'il y a des syndics, il y a des gestionnaires locatifs, il y a des promoteurs rénovateurs, il y a des experts, il y a des agents ou mandataires immobiliers, il y a des promoteurs rénovateurs, je l'ai dit. Et donc, c'est tout à fait normal de penser aux femmes dans l'immobilier. Il y a une envie quand même de parler de cette branche professionnelle parce qu'elle recrute. Et nous, il y a aussi un désir de faire envie de nous rejoindre. Alors, c'est vrai que UNIS est constitué de salariés bénévoles, bénévoles quand on fait partie du syndicat professionnel à travers des personnes qui sont dans des commissions métiers ou qui sont dans la gouvernance. Et à UNIS, on est engagé et ses membres aussi. Et je voulais vous dire que pourquoi est-ce qu'on organise ça aussi aujourd'hui? C'est aussi en recoupement avec le thème sur l'engagement que nous avions développé à notre congrès de Deauville en octobre dernier. Gabi, vous y étiez et vous avez vu qu'il y avait des gens qui étaient engagés dans le milieu associatif, syndical, politique, etc., ONG, etc. Donc, c'est pour ça qu'il y a un recoupement, d'une part. D'autre part, on peut aussi dire qu'on s'intéresse au sujet de la parité dans l'immobilier, notamment dans le secteur de l'immobilier. Et c'est vrai que partager les initiatives qui sont efficaces pour augmenter la parité dans le secteur de l'immobilier, mais pas que, c'est quand même intéressant. Nous avons comme preuve récemment, on a eu la chance de voir Elisabeth Moreno récemment, qui est, vous savez, la ministre déléguée auprès du Premier ministre sur l'égalité hommes-femmes et la diversité et l'égalité des chances, Elisabeth Moreno, et elle dit toujours que l'enjeu de la parité est un enjeu de justice sociale et d'égalité, mais aussi de compétitivité et d'attractivité. C'est pour ça que l'immobilier s'intéresse aussi à ce sujet. Alors, vous allez voir sur l'état des lieux de notre filière des professionnels de l'immobilier. Camille, que vous allez présenter tout à l'heure, va en parler. Notre branche se distingue par rapport à la place des femmes dans le marché de l'immobilier. Il y a à peu près 144 000 salariés, mais il y a 63% de femmes salariées. Elle vous le dira. Et je dois quand même vous rappeler qu'en France, les femmes qui travaillent, elles sont, celles qui travaillent, elles sont dans la population de 15-64 ans. Elles sont 68% à travailler, alors qu'au niveau des hommes, ils sont 75%. Donc déjà, il y a un petit écart. Et nous, les femmes, elles sont intéressées, vous allez voir, par notre famille professionnelle. Pourquoi? Parce que c'est riche de métiers, de diversité. Il y a les juristes, il y a les techniques du bâtiment, il y a le commerce, Gardez-en un peu sous le pied. Etc. Gardez-en sous le coude, Madame la Présidente. Mais vous allez voir que la répartition par catégorie d'emploi, malheureusement, n'est pas homogène. Et il faut être sûr que les filières de formation se sont féminisées, les critères ont été augmentés, mais malheureusement, les carrières entre les hommes et les femmes sont des carrières qui sont inégales. C'est pour ça que le but de ce live, c'est aussi de faire la promotion de nos métiers auprès des jeunes générations, de façon à les attirer et de façon à avoir des équipes qui sont paritaires. Et à UNIS, on est aussi dans la lutte contre la discrimination, l'égalité professionnelle homme-femme, salariale, ça en fait partie. On est très engagé puisqu'on fait partie du comité avec Claire Edon qui est la défenseuse des droits, voilà. Et on porte une très grande attention sur les femmes actives, mais aussi
l'opportunité d'une femme d'être salariée, mais aussi d'être indépendante. Il y a à peu près 80 000 commerciaux indépendants. Il y a 50% des femmes qui sont des personnes qui exercent leur métier dans l'immobilier de façon indépendante. Voilà, je ne veux pas déflorer d'autres sujets, mais c'est un peu pour planter le décor, chère Gabi, et merci d'être là. On sent que vous avez des choses à dire. Hein. Quand les femmes prennent la parole, elles la gardent volontiers et elles ont raison. Vous avez souhaité, Madame la Présidente, qu'on organise notre rendez-vous autour de 3 thématiques. La première, vous l'avez donnée, c'est l'état des lieux. Que représentent les femmes dans l'immobilier aujourd'hui? On va essayer d'y voir un tout petit peu plus clair et on fera un focus sur l'UNIS en particulier. On va s'intéresser dans un deuxième temps aux freins qui empêchent encore aujourd'hui les femmes d'occuper les postes à responsabilité auxquels elles pourraient tout à fait légitimement aspirer. Et puis, on va aussi, si vous l'avez vraiment souhaité, s'intéresser aux femmes innovantes. Il y en a sur ce plateau, elles pourront témoigner, mais il y en a bien évidemment partout dans ce secteur de l'immobilier. Je précise à celles et ceux qui sont avec nous aujourd'hui qu'ils et elles peuvent poser des questions à travers le chat qui leur a été proposé tout à l'heure et qui est sur leur écran, sauf erreur de ma part. J'essaierai, au fur et à mesure que les questions viendront vers moi par l'intermédiaire de Géraud Delvolvé, j'essaierai d'être votre fidèle porte-voix. Je vais très rapidement donc vous présenter les personnalités qui ont accepté de participer à ce rendez-vous avec nous, à commencer par Sandra Fransonnet qui va nous rejoindre. Au fur et à mesure, elles vont ouvrir leur caméra. Sandra Fransonnet, vous la connaissez, elle a déjà participé à un live de l'UNIS. Elle est cofondatrice et directrice de SAFTI, membre du collège des mandataires de l'UNIS. Peut-être un mot avant d'enchaîner sur Olivia Milan, un mot de SAFTI, Sandra. Oui, bonjour, bonjour à vous deux, bonjour à toutes et à tous. Merci de m'avoir invité du coup pour ce live. Sur Safety, alors juste voilà, nous sommes un réseau de mandataires en immobilier. Aujourd'hui, Safety, c'est donc 5000 conseillers et conseillères donc en France avec une ouverture en Europe puisqu'on est aussi présent en Espagne, au Portugal. Et c'est un chiffre d'affaires de l'ordre de 200 millions d'euros de chiffre d'affaires et 200 salariés du coup au siège qui est situé à Toulouse. J'en dirai un peu plus sur la parité tout à l'heure. Oui, bien évidemment. Olivia Milan est avec nous. Merci de nous avoir rejoints, Olivia, commissaire générale du Salon de la copropriété, habitat durable et connecté. Oui, bonsoir à tous. Ouais. Rendez-vous attendu, vous nous en dites un mot? Alors, le salon, c'est 200 exposants, 11 000 visiteurs. Côté parité, c'est 50% de visiteurs professionnels, 50% de visiteurs copropriétaires. Et un autre chiffre, notre rendez-vous 8 et 9 novembre, donc en fin d'année. Donc, on est en plein préparatif. Ça y est, c'est déjà parti. Ah, on prépare déjà le rendez-vous de novembre. Oui, Christelle Leroy devrait aussi appuyer sur le bouton et apparaître comme par magie. Christelle Leroy, elle est formatrice 1+. Bonsoir à vous, Christelle. Bonsoir à vous. Donc effectivement, je suis formatrice donc pour l'UNIS, donc des formations à la fois en présentiel et puis de plus en plus en classe virtuelle, et donc des formations alors me concernant en tous les cas, ce sont des formations dans les domaines de la gestion locative, gestion de copropriété. J'ai aussi les baux commerciaux et puis à une moindre mesure en transaction. Donc du coup, effectivement, il y a un panel assez large des thématiques de formation et l'actualité est très riche. Donc aussi un panel des profils différents d'hommes et de femmes qui participent aux différentes formations. Parfait, votre témoignage va nous être précieux. Est-ce que vous imaginez un seul instant que j'avais oublié Camille Falossi, qui va apparaître aussi? Camille, présidente de la commission communication de l'UNIS, présidente de l'UNIS Nouvelle-Aquitaine. Bonsoir. Vous allez m'accompagner, Camille, en tant que co-animatrice de ce moment. Et tout de suite, je vais vous solliciter, puisqu'on parlait d'état des lieux et vous avez préparé cet état des lieux. Vous avez collecté un certain nombre d'informations. Daniel en a livré quelques-unes en passant, comme ça. Mais qu'est-ce que vous pouvez nous apprendre sur cette représentation féminine au sein de les professions de l'immobilier? Écoutez, bonsoir à toutes et à tous. C'est un vrai plaisir d'être avec vous ce soir. Pour faire un petit état des lieux, c'est important de partir sur une base de chiffres. On aime tout ça et ça nous donne une première base de réflexion et forcément, ça va alimenter pas mal de choses par la suite. Le premier constat qu'on peut faire et qui est plus que très intéressant, c'est que aujourd'hui, dans la branche de l'immobilier, toutes confondues, la représentativité des femmes est de l'ordre de
de 63%, ce qui est un chiffre plus que très flatteur, puisque en point de comparaison avec les autres branches confondues, qui est de l'ordre plutôt de 46%, on peut être très fier dans notre milieu aujourd'hui d'avoir une vraie représentativité des femmes. Voilà, je pense qu'il faut le dire et on peut en être satisfait. Néanmoins, il faut quand même rentrer un petit peu plus dans le détail, puisque dans la continuité, vous on a perdu le son. seulement 19%. Alors, par moment, on a quelques difficultés à joindre Camille. Elle apparaît, elle notamment disparaît. sur des postes. Alors, attendez Camille, on a quelques difficultés avec le son de votre micro. Voilà, donc par moment il disparaît, par moment vous réapparaissez. Autant vous dire qu'on préfère quand vous réapparaissez. Est-ce que je suis revenue ? Vous êtes revenu, on est heureux. Bon, très bien. Oui, donc on peut être assez fier aujourd'hui d'avoir une branche qui représente 68% des femmes contre 46% sur les autres branches confondues. Néanmoins, ce chiffre très flatteur nous demande aujourd'hui de rentrer un petit peu plus dans le détail et notamment sur réellement qu'est-ce que ça représente en termes de postes. Et on se rend compte que malheureusement, nous n'avons que 19% aujourd'hui des postes de femmes qui sont occupés sur des postes de cadre ou de management ou de pilotage. Voilà. Donc on a bien cette phrase bien connue. La vérité d'un chiffre, c'est souvent ce qu'il cache. Les 63 ou 68%, je ne me souviens plus, de femmes présentes dans le secteur de l'immobilier, derrière ce chiffre, on voit qu'il y a une moindre représentativité dans les postes à responsabilité, cadre et management. On est loin de l'égalité donc dans la hiérarchie des responsabilités. On est un peu dans des chiffres comparables à ceux du BTP au fond. Oui, on peut faire un parallèle qui est pas inintéressant, hein, parce que forcément, nous, l'immobilier, on est forcément attaché à la technique de bâtiment. On touche à un tel panel en fait de compétences, de connaissances, qui fait que à un certain niveau de responsabilité, ça demande à être formé, ça demande à être accompagné. À accompagner également des équipes qui sont aujourd'hui qui ont un vrai besoin du coup de pallier en permanence à des connaissances et forcément les femmes doivent pouvoir s'inscrire en fait quelque part dans cette disponibilité. Voilà, donc tous les postes importants dans le milieu demandent du temps, demandent bien évidemment des compétences qui vont avec. On est sur des métiers qui évoluent en permanence. D'un point de vue juridique, technique, etc. Donc, il y a une habilité quelque part, une adaptation permanente qui n'est pas forcément évidente. Et en effet, pour le coup, on peut peut-être faire un parallèle avec le métier du bâtiment qui est assez semblable. On verra peut-être si en matière de formation, on a des données qui nous permettraient de faire la comparaison entre le nombre de filles dans les écoles spécialisées dans l'immobilier et puis après, ces filles, qu'est-ce qu'elles deviennent lorsqu'elles arrivent sur le marché? Est-ce qu'elles occupent ou pas ces postes à responsabilité auxquels elles pouvaient espérer accéder au terme de leur étude? Est-ce que vous avez là-dessus l'une ou l'autre des données ou est-ce que c'est trop précis et trop pointu? Vous avez quelque chose? Non? Alors, vous n'avez pas. Moi, personnellement, je n'ai pas de données précises. Maintenant, c'est vrai que ce sont des métiers, en tous les cas, qui attirent de plus en plus de jeunes filles. Je le vois dans les formations, notamment initiales, que je dispose dans l'immobilier. Et c'est vrai que de plus en plus de jeunes filles accèdent à des diplômes, même le master. On voit de plus en plus de filles accéder à des filières assez techniques, mine de rien. Donc, bon, je pense qu'il faut encore un peu de temps. Tout n'est pas encore parfait, mais ça vient, le temps de former, le temps d'attirer. Et puis, on parlera tout à l'heure aussi peut-être au niveau des recrutements, donc recruter plus de jeunes filles au poste à responsabilité. Je reçois des messages à Marilyn, qui est dans le 14e à Paris, à sauter sur le chat pour dire, au vu des chiffres, la parité est loin d'être acquise, point d'exclamation, et on sent qu'il est militant, ce point d'exclamation. Alors, Daniel, au sein de l'UNIS, quels sont les chiffres dont on dispose? Est-ce que les équilibres, ou plutôt les déséquilibres hommes-femmes, se retrouvent au sein de l'UNIS?
Eh ben, écoutez, on est 6300 entités adhérentes dans notre syndicat. Ça représente 50 000 professionnels de l'immobilier. Et c'est vrai que parmi les dirigeants adhérents de l'UNIS, tous les métiers confondus, la répartition n'est pas toujours égale. Il y a à peu près 71% des dirigeants qui sont masculins pour 29% de dirigeants qui sont des femmes dirigeantes. Bon, après, on voit que il va y avoir un petit slide peut-être, on voit que dans les adhérents, donc on est à 71-29, et ensuite dans la gouvernance, que ce soit le Conseil national ou que ce soit le bureau exécutif, ce sont les organes de décision de la stratégie du fonctionnement du syndicat professionnel, on va retrouver à peu près ces proportions, c'est-à-dire dans le Conseil national, 80% d'hommes pour 19% de femmes. Bon. Et puis dans le bureau exécutif, on a 71% d'hommes pour 29% de femmes. Ça me permet d'ailleurs de bien remercier tous les bénévoles qui sont attachés à ce syndicat pour le faire fonctionner, pour faire du lobbying et pour valoriser les droits de la profession, mais aussi défendre nos clients, bien évidemment, compte tenu du contexte de l'immobilier. Vous n'avez pas cherché à instaurer des quotas au sein de la gouvernance de l'UNIS? Alors, nous ne sommes pas pour les quotas, nous sommes pour une dynamique volontariste d'aller vers la parité, l'égalité des chances hommes-femmes. Les quotas, ça a bien fonctionné, vous le savez bien, ça a bien fonctionné. D'abord, la réglementation les a imposés dans certains cas de figure et ça a bien fonctionné puisque ça a fait monter des femmes dans les conseils d'administration, dans les bureaux exécutifs et c'est tant mieux. Ça a permis au moins de valoriser des compétences et puis peut-être de mettre en confiance des femmes qui n'osaient pas y aller alors qu'elles avaient les capacités pour le faire. Donc, les quotas, pourquoi pas, mais pas dans notre syndicat. Par contre, je vous donnerai une idée tout à l'heure pour nos organisations professionnelles, si vous me donnez à nouveau la parole, Gabi. Ah ben, vous la prendrez, j'imagine, facilement. Sandra, au sein de votre réseau, mais peut-être aussi au sein des autres réseaux avec lesquels vous travaillez, évidemment, quelles sont les proportions? Est-ce que les femmes sont bien représentées? Oui, alors c'est vrai que les réseaux de mandataires, c'est des modèles quand même assez récents, ça a un peu plus d'une quinzaine d'années. Et c'est vrai qu'on s'inscrit dans une dynamique qui est quand même bien différente des chiffres qu'on peut voir là. Alors c'est vrai que du coup, ce sont des entreprises où il y a beaucoup d'entrepreneurs et d'entrepreneurs. Et aujourd'hui, comme on voit là sur le slide, en termes de direction d'agence, il y a quand même déjà 42% de femmes. Donc, c'est vrai que les chiffres qu'on voyait tout à l'heure, on parlait vraiment de la partie un peu plus salariat. Mais quand on prend la partie entrepreneur, 42% de femmes, donc des directions d'agence. Et quand on regarde dans notre réseau, je vais prendre à titre d'exemple un Safety. Aujourd'hui, chez Safety, c'est 51% de femmes indépendantes dans l'immobilier. Donc, c'est vrai que c'est une dynamique qui, du coup, aussi a évolué, mais qui a toujours été sur une tendance très haute avec une très forte représentation des femmes. Si je prends en termes de moyenne d'âge, c'est pareil, on est quasiment en équivalence. On a une quarantaine d'années hommes et femmes. Et si je regarde aussi en termes de résultats financiers, parce qu'on pourrait dire, OK, il y a autant d'hommes et que de femmes, qu'est-ce que ça donne en termes de réussite? Eh bien, là aussi, en tout cas chez Safety, en termes de résultats financiers et d'évolution et de progression des revenus, on est sur une égalité quasi parfaite entre les hommes et les femmes. Quand vous dites quasi parfaite, ça veut dire que les hommes sont moins payés que les femmes, c'est ça? Alors, ça veut dire que les femmes démarrent un peu plus rapidement et que les hommes finalement rattrapent les femmes au bout de 2 ans, mais qu'au final, à la fin, enfin, quand on commence à avoir 3, 4, 5 ans, on est exactement sur le même revenu. Et donc, c'est vrai que c'est quelque chose qui est assez fort et assez présent au sein de Safety. Pour nous, c'est quelque chose qu'on trouve vraiment important. Et je crois donc comment vous expliquez ça? C'est le modèle en lui-même qui fait que on peut davantage organiser son temps de travail. Qu'est-ce qui justifie que les chiffres de parité soient plus favorables dans une organisation comme la vôtre? Alors, je suis faire une petite parenthèse justement sur le sujet du temps de travail pour tordre le cou justement à ces préjugés qu'on peut avoir
en disant que les femmes, effectivement, auraient besoin de temps pour gérer leurs enfants et leur maison, mais comme les enfants et la maison appartiennent aux hommes et aux femmes, eh bien, chez Safety, il y a autant d'hommes que de femmes qui viennent nous rejoindre pour pouvoir s'occuper de leurs enfants, s'occuper de leur vie personnelle, pour pouvoir avoir l'activité qu'ils veulent pour eux, que ce soit des hommes et des femmes. Et l'autre jour, je discutais avec un des meilleurs négociateurs qui me disait, tu sais Sandra, hein, moi, le week-end, je ne travaille pas. Je ne travaille pas parce que le week-end, c'est pour mes enfants. Et c'est un des meilleurs négociateurs chez Safety. Il fait plus de 600 000 € de chiffre l'année dernière. Donc, c'est vraiment, et son discours, c'est celui-là. Donc, vraiment, il faut vraiment faire attention justement à pas justement enfermer encore une fois la femme dans le pourquoi et dans le pourquoi elle est là et ça. Donc, toujours est-il qu'en tout cas, en laissant la place à la liberté des uns et des autres, eh bien, en fait, on se retrouve avec une égalité aujourd'hui qui est parfaite. Donc, je crois que c'est un vrai message. Mesdames, derrière, si vous nous écoutez, n'ayez pas peur. Si vous avez envie de devenir commercial, si vous avez envie de devenir indépendante, si vous avez des choses à faire, vous allez réussir comme les hommes. Il n'y a aucun problème et n'ayez aucune crainte sur ce sujet. Donc, vraiment, c'est vraiment important de prendre ce message. Donc, si on a envie, eh bien, il faut y aller. Alors, ne profitez pas de ma position d'infériorité pour transformer mes questions. Je voulais simplement savoir si, non, je plaisante, dans le modèle Safety, on a, quand on est membre de ce réseau, adhérent à ce réseau, mandataire, on a la possibilité d'organiser sa journée comme on veut, pas de travailler moins, mais de l'organiser différemment, d'avoir des plages horaires remplies le matin tôt, l'après-midi tard, je ne sais pas, en tout cas de s'organiser comme on veut, et ça, c'est un facteur peut-être favorisant. C'était ça la question. Mais visiblement, ça fait n'était partie pas effectivement du modèle. Non, mais en fait, j'en ai profité, Gabi, je me suis permis de rebondir sur ce propos parce que c'est souvent quelque chose qui est utilisé. Donc, merci finalement d'avoir tendu la perche sur ce propos. Mais bien sûr, en tant qu'indépendant dans un réseau de mandataires, c'est aussi la possibilité d'être libre et d'organiser son temps de travail, son activité au rythme qu'on le souhaite, au niveau en termes d'objectifs aussi qu'on le souhaite. C'est-à-dire que aussi on peut vouloir gagner 1 000, 2 000, 3 000, 5 000, 10 000 € par mois. On décide déjà de son volume d'activité et après on décide de son volume de travail et de la répartition de son temps de travail. Olivia, alors, à la question, là. C'était magnifique, mieux ce serait trop. Olivia, vous êtes dans l'événementiel lié à l'immobilier. Alors, je ne vais pas vous poser la question de savoir si dans l'événementiel, on est plus ou moins une femme, mais on a plus de femmes par expérience, puisque je suis un tout petit peu dans ce secteur, il y a plus de femmes. Oui, alors c'est vrai que dans notre métier, à contrario, on est plutôt 80% de femmes et 20% d'hommes. Et les efforts de nos dirigeants, c'est plutôt d'essayer d'aller recruter des hommes à la fois pour équilibrer, puis pour compléter, parce qu'on a des qualités ou des actions complémentaires. Et je voudrais rebondir sur une idée tout à l'heure où on disait finalement c'est aussi par la formation qu'on est orienté sur certains métiers. Les garçons font des études techniques, donc forcément il y a moins de recrutement de femmes dans les domaines techniques. Il est vrai que dans nos métiers, on a plutôt tendance à recruter dans les écoles de commerce, dans des BTS, des écoles de communication, de journalistes aussi. Et là, il y a une parité plus grande dans ces écoles-là, même si elles sont majoritairement féminines. Et c'est vrai que les candidatures qu'on reçoit dans le monde des salons sont bien souvent à 80% des candidatures féminines, parce qu'il y a aussi le goût, une attraction pour ces métiers d'organisation, d'anticipation, des capacités qu'on a, qu'on sait mettre en avant. Donc, il y a à la fois, je trouve, le sujet de la formation, mais il y a aussi le sujet de l'intérêt, de l'attraction d'un métier plus qu'un autre sur lequel nos entreprises devraient continuer à travailler et à réfléchir. Comment on peut attirer davantage de femmes dans un métier, puisqu'on voit bien que homme ou femme, on peut avoir les compétences. On va parler de ça dans le deuxième volet consacré aux freins qui empêchent peut-être les femmes d'aller plus loin, plus haut et plus vite. Mais juste une dernière question dans ce tour d'horizon à Christelle Leroy sur le volet formation. Dans les formations que vous animez, dans les écoles auxquelles vous participez, dans les équipes pédagogiques, est-ce que vous voyez une augmentation du nombre des femmes, y compris en formation continue?
Alors, le nombre de jeunes filles en formation initiale, oui, il y en a davantage. Ah Bon, après, quand on est en études supérieures, on a aussi des profils différents. Il y a des jeunes filles qui viennent souvent d'études juridiques et qui vont ensuite se spécialiser vers l'immobilier. Donc, c'est vrai qu'en droit, on va retrouver donc une proportion plus importante de jeunes filles que de jeunes hommes. Et puis, après, il y a plusieurs métiers de l'immobilier, donc on va avoir des options. Et c'est vrai que les options, par exemple, si je prends la promotion, beaucoup de jeunes filles voudraient accéder donc au métier de la promotion, mais je retrouve en formation davantage un public masculin pour la formation professionnelle. C'est la même chose pour les baux commerciaux. Ce sont des exemples, hein, mais c'est vrai qu'en général, on retrouve aussi davantage d'hommes en formation pour les baux commerciaux. Ça a tendance à se changer un petit peu, mais du coup, voilà, on va dire qu'il y a des filières immobilières qui sont encore assez masculines finalement. Même si au départ, des jeunes filles en études veulent accéder à certains métiers, eh bien, finalement, elles vont plutôt intégrer les métiers, on va dire, de gestion locative ou effectivement de transactions. Parce que, alors, je pense que je rejoins ce que disait Olivia tout à l'heure, on est plus dans le suivi, dans la rigueur, dans le relationnel à long terme, et peut-être qu'il y a une fibre plus féminine, je ne sais pas. Mais en tous les cas, voilà, on va dire qu'au niveau de la formation initiale, j'ai presque envie de dire qu'il y a une certaine parité. Mais c'est après au niveau de l'embauche, pourtant au niveau de la formation initiale, c'est de l'alternance. Hein, donc, il y a déjà un pied dans l'entreprise. oui. Malgré tout, eh bien, les orientations, finalement, sont quelquefois assez surprenantes. Donc, est-ce qu'il y a des freins à l'embauche pour de jeunes filles, pour certaines filières, les baux commerciaux, la promotion immobilière? Parce qu'on a aussi affaire à des parties prenantes, finalement, dans ces filières-là, qui sont assez masculines aussi, on va le dire. Mais voilà. Bon, non, mais c'est très intéressant ce que vous dites là. Juste une dernière question sur le constat. Camille, est-ce qu'on n'hérite pas finalement, et le mot est choisi, d'une situation qui est gravée dans le marbre de ce secteur depuis des générations où on se transmet l'entreprise de père en fils, rarement de père en fille? Je dis des bêtises? Non, en fait, oui, il y a tout un filage en fait qui se fait au fur et à mesure, mais c'est lié à l'histoire de l'immobilier, c'est lié à ce qu'on disait, à cette espèce de multicasquette que représente aussi le métier. C'est pas forcément évident, mais les femmes prennent de plus en plus de place et je pense que le discours est très positif aujourd'hui. Donc, à nous de continuer à être vecteurs de ce message et de motiver quelque part des femmes qui, et je vais en parler après, de certains freins, même si c'est un mot qu'on ne voudrait pas aborder, mais en tout cas, aujourd'hui, ça n'a plus lieu d'être. Voilà. Donc, il faut avancer avec ce message positif. Voilà. Alors, allons-y. On va parler de ces freins, ces éléments qui pourraient contribuer soit à l'empêchement, j'allais dire, fait aux femmes d'accéder à certains métiers ou en tout cas à certaines responsabilités. Quelles sont, d'après vous, là, vous levez la main et je donnerai la parole quasi instantanément. Quels sont ces freins d'abord? Est-ce qu'on peut les attribuer aux hommes? Est-ce que c'est intéressant de se poser la question ou pas? Daniel, vous avez une idée? Est-ce que les hommes sont accrochés à leurs privilèges ancestraux au point de freiner encore les femmes dans leur progression? Oh, je ne le dirais pas comme ça, même si le mot pouvoir est masculin. Bon, donc peut-être qu'il faut y voir un signe quelque part. Non, je pense que je rejoins ce qu'a dit Christelle. Il y a, à mon avis, au départ, dans le système éducatif français, des démonstrations, des façons de parler de certains métiers qui sont des façons genrées. Et donc, il faut vraiment arrêter les stéréotypes des genres et des métiers. Non, les métiers sont mixtes. Non, il n'y a pas des métiers masculins ou féminins, ou au moins très, très peu. Mais c'est vrai que par rapport aux familles professionnelles, il y en a 87 en France et il y en a plus de la moitié des femmes qui ne vont que vers 12 familles, que ce soit par exemple les services à la personne, que ce soit plutôt dans les services en tant que tels.
Et c'est vrai qu'il faut y voir quelque chose où l'articulation entre la vie professionnelle et la vie personnelle est peut-être quelque chose qui est pris en charge par les femmes. Il est certain que les femmes ne sont pas attirées par tout ce qui est ingénieur, malgré le fait qu'elles aient des diplômes et qu'elles soient dans l'enseignement supérieur. Quand elles vont aller vers une embauche, elles ne vont pas forcément être présentes dans la même quantité. Est-ce qu'il faut parler des métiers aux femmes en ne parlant pas de la technique, mais plutôt de l'usage? C'est tout à fait possible aussi. C'est une façon de présenter. Donc, il y a ça. Il y a eu beaucoup de progrès de fait. Il y a énormément de réglementations sur le sujet. Je pense qu'UNIS pourra redonner toute la liste des règles et des lois qui ont lutté et qui vont vers l'égalité hommes-femmes, y compris sur l'égalité salariale. Mais il faut quand même reconnaître que la question du temps de travail et de la vie familiale est une question qui est prégnante. Peut-être que le congé de paternité qui est rallongé va aider aussi les femmes à s'occuper des enfants, et peut-être qu'on regardera moins les femmes par rapport à leur parcours et leur carrière qui sont un peu discontinues, ou au moins il y a une psychose de la carrière qui va être discontinue parce qu'on va s'occuper de l'enfant. On dit souvent qu'une femme, il ne faut pas trop la charger parce qu'elle a des enfants, alors qu'un homme, au contraire, il faut peut-être plus l'augmenter parce qu'il va avoir besoin de nourrir ses enfants. Il y a quand même des discours qui sont, sans rentrer dans du féminisme, ce n'est pas du tout le cas, qui sont des discours qu'il faut Ils sont encore ancrés dans les esprits. Ils sont un peu ancrés. Voilà. Nous sommes là Sandra, pour valoriser les femmes et le métier de l'immobilier. Sandra, sur cette question, elle est volontairement un tantinet provocatrice. Est-ce que vous considérez que les hommes sont en partie responsables encore aujourd'hui, en 2022, de cette parité qui n'est pas partout, pas chez vous, mais partout au rendez-vous? Je crois que c'est avant tout le poids de l'histoire. Donc, effectivement, finalement, on hérite aussi d'un modèle qu'on a eu. Donc, c'est vrai que je lisais l'autre jour une étude qui expliquait que si on ne bougeait pas, si on ne faisait rien, il faudra attendre 136 ans avant qu'il y ait une égalité homme-femme parfaite. Donc, bon, c'est vrai que merci beaucoup, du coup, Daniel, quand même, d'initier ce type d'initiative, même si certains peuvent dire effectivement pourquoi le faire. Je crois que c'est juste pour ça. C'est juste parce qu'on n'a pas envie d'attendre 136 ans. Moi, je sais, 136 ans, malheureusement, on ne le verra jamais. Donc, je crois que c'est important d'en parler. Et un point, par exemple, du coup, moi, auquel on essaye de faire attention, c'est vraiment déjà de changer de point de vue et de perspective. Et par exemple, dans notre entreprise, c'est de se dire que tout ce que les femmes sont peuvent être une richesse. Je vais prendre un exemple très concret, parce que quand on dit ça comme ça, on dit « OK, ça marche ». L'année dernière, en fait, j'ai 12 femmes responsables de service. D'accord ? Donc aujourd'hui, j'ai plus de femmes responsables en position de responsabilité que d'hommes. Sur ces 12 femmes l'année dernière, on a eu 6 femmes qui attendaient des bébés. D'accord ? Donc, vous imaginez, j'ai la moitié de mes femmes responsables qui sont enceintes. Et là, selon la personne que vous êtes et la manière dont vous réagissez, vous allez pouvoir dire « Mon Dieu, comment je vais faire pour gérer mon entreprise ? Ça va être horrible. Mais pourquoi ? Comment je vais faire ? Qu'est-ce qui va se passer ?» Et ça, oui, vous pouvez voir ça comme ça. Mais vous pouvez aussi voir toute la richesse que ça va être. Parce que nous, à chaque fois qu'une femme est enceinte, mais c'est super, tu vas vivre un super moment. Et je crois réellement que c'est ça le point de vue. C'est se dire, par exemple, la maternité, c'est une vraie richesse pour l'entreprise. On a la chance d'être là au moment où les femmes vont changer. C'est parce que la maternité, c'est avoir un enfant, certes, mais c'est aussi pour une femme un moment tellement important qu'elle va changer, elle va apporter des choses différentes. Et donc, du coup, c'est aussi être là à ce moment-là pour elle. Et je crois que c'est aussi une vraie marque de confiance. Et l'autre jour, j'avais une salariée qui m'a dit ça, qui m'a dit « C'est extraordinaire chez Safety. Je ne pensais pas à quel point c'était important pour moi d'être bien accueillie dans ma maternité. » Et je crois que ça, c'est important. Bon, du coup, elles font plein de bébés. Merci, mesdames. C'est super, c'est bon signe pour les entreprises. Ça veut dire que ça marche bien et ça veut dire qu'elles sont en confiance et ça veut dire qu'elles prennent leur place. Et juste un dernier point, du coup, là-dessus, je crois qu'aussi, par exemple, un heureux événement, c'est se dire, eh bien, du coup, elles ne sont pas là et c'est aussi l'occasion, et c'est pour ça que c'est une richesse, de faire monter d'autres personnes, du coup de partager leur expérience, de pouvoir aussi rechallenger leur poste, de voir d'autres choses, de voir une autre perspective. Et encore une fois, voilà, considérer chaque élément comme une richesse, c'est un point de vue qui me semble important et qui peut tout changer. J'animais ce matin un débat sur un sujet à peu près identique, vous l'imaginez bien, cette journée, et il y avait une réflexion assez intéressante sur l'importance des mythes
et des contes, vous savez, qu'on se raconte depuis des années au coin du feu, et des croyances qui campent la femme dans des postures et des rôles très spécifiques. Daniel disait tout à l'heure, c'est très genré tout ça. En tout cas, on le paye aussi aujourd'hui, ça, vous considérez, Camille, Olivia? Ah mais oui, complètement. Du coup, je prends la parole, mais Oui, on y est. Bien évidemment, en fait, c'est ancré en nous. Et même si on n'y pense pas, c'est dans notre inconscient. Et donc, il faut aller décortiquer tout ça au fur et à mesure des générations et ça va être essentiel pour l'avenir des femmes en entreprise et c'est évident. C'est évident. Donc, Olivia, tu voulais… Oui, je voulais rebondir sur ce que disait Daniel tout à l'heure. C'est vrai qu'on peut être influencé par la formation qu'on a choisie ou qu'on nous a un peu poussé à prendre, mais je trouve qu'on devrait aussi travailler sur ce qui se passe dans la cellule familiale. Pourquoi un père ou une mère, à un moment donné, va nous pousser vers un tel ou tel métier? Comment, plutôt que de considérer les freins de l'enfant, on va plutôt le pousser sur les côtés positifs pour finalement encourager l'enfant? Et c'est là où je trouve qu'en tant que mère de famille, on a des rôles, en tant que parents d'ailleurs, on a des rôles à jouer auprès de nos enfants pour les pousser vers des métiers qui sont pas genrés, parce on a la chance de pouvoir dialoguer avec eux, communiquer et nous-mêmes porter un message ultra positif sur le choix de leur métier. Il y a la formation, mais je pense qu'il y a aussi ce qui se passe, ou la perception encore un peu ancienne ou traditionnaliste de certaines familles, de médecins, de notaires, tu seras notaire ou tu seras tel ou tel métier. Et je pense que c'est aussi à nous, femmes, de porter ce message-là dans nos familles pour faire évoluer au-delà de l'école. Alors, ça nous permet de faire la transition avec un autre frein. D'ailleurs, la même Marilyn, qui tout à l'heure affichait son militantisme, nous dit que les femmes n'ont pas souvent confiance en elles et n'osent pas. Est-ce que c'est culturel? C'est le poids de l'éducation? Et pourtant, elles ont des talents magnifiques, écrits en majuscules, s'il vous plaît. C'est une vraie question, ça aussi, parce qu'il y a les freins que les femmes se mettent elles-mêmes. Peut-être ce manque de confiance. Est-ce que dans les écoles… on le remarque ça aussi, ou est-ce que c'est en train d'évoluer, Christelle? Alors, dans les écoles, je pense que c'est en train d'évoluer parce que justement, on a quand même des enseignements qui sont plus ouverts et je pense que oui, à ce niveau-là, bon, il y aura toujours des efforts à faire, mais je pense que quand il y a une matière, en fait, la matière, elle s'applique au diplôme et pas au profil des étudiants. Donc, quand on est dans l'immobilier, on a aussi, par exemple, l'architecture, les techniques du bâtiment. Bon, que ça plaise ou que ça ne plaise pas, ça va aussi s'adresser à l'ensemble des étudiants. Donc, moi, j'ai envie de dire que c'est aussi après que les freins existent, parce que je vois au cours des formations, quand il y a des aspects un peu plus techniques, alors le plus visible, ça va être pour les syndics. Donc, en gestion de copropriété, où on va voir les gestions de sinistres, le suivi des travaux. Donc là, on est plus dans le technique parce qu'on a aussi, encore une fois, des parties prenantes qui sont quand même à dominante masculine. Et là, je vois des freins de la part de participantes qui sont notamment assistantes de copropriété qui voudraient évoluer vers les postes de gestionnaire. Et donc, du coup, il y a des fiches de poste quelquefois bien établies et elles se donnent, oui, des freins psychologiques parce qu'elles se disent c'est trop technique, je ne sais pas si je vais être à la hauteur. Donc, oui, il y a des freins. Et ce n'est pas que des freins qui sont liés, on va dire, à la technicité, c'est aussi des freins qui sont liés à l'organisation. Mais je reste prudente là-dessus parce que un syndic de petite structure n'aura pas la même organisation et la même philosophie qu'un grand groupe. Donc, on ne peut pas non plus généraliser. Mais ceci dit, les freins qui sont remontés notamment par les femmes, ça va être des freins par rapport à la disponibilité et puis avoir l'impression qu'elles ne vont pas forcément être à la hauteur des suivis de chantier, tout ce qui est assez technique. Alors, pour juste donner un exemple, j'étais en formation à Angers, j'ai rencontré deux femmes qui étaient assistantes de copropriété, qui ont évolué vers un poste de gestionnaire, donc c'est une montée en compétences assez classique, et qui sont revenues
assistante de copropriété parce qu'il y avait les assemblées générales, parce qu'elle n'avait pas cette disponibilité pour assurer donc un poste qui était pourtant une évolution. Alors, elles ne l'ont pas mal pris, mais c'est comme si en fait, elles avaient sacrifié quelque part leur carrière ou en tous les cas cette montée en compétences qu'elles méritaient forcément pour eh bien, avoir plus de disponibilité, pour concilier davantage leur vie professionnelle et leur vie personnelle. Camille, vous vouliez dire quelque chose, ajouter un élément de réflexion sur cet aspect-là, les freins que les femmes se mettent elles-mêmes? Mais oui, parce que, alors je reprends les termes tout à l'heure de Sandra, elle parlait de peur. Et là, moi, j'ai envie de rebondir sur les croyances limitantes, bien sûr, on en a parlé, mais également de légitimité. Je pense que pour développer la légitimité professionnelle, enfin en tout cas pour y faire face au comportement quelque part un petit peu sexiste, donc on l'a dit, il va falloir déconstruire un petit peu tous ces stéréotypes, mais dans toutes les croyances limitantes, si on doit en citer quelques-uns, je me les suis notés, et là je rebondis avec ce que vient de dire Christelle, on va avoir je ne suis pas capable, je suis trop vieille ou trop jeune, je n'ai pas assez le temps, donc on en revient sur la disponibilité, je n'ai pas suffisamment d'expérience, je ne réussirai jamais, je ne ferai jamais partie des meilleurs, etc. Je ne serai jamais un bon leader. Et en fait, toutes ces croyances découlent d'un sentiment de peur que tout le monde éprouve à un moment donné et à un autre. Et donc, je crois énormément en fait au développement personnel de chacun. Il faut aller décortiquer ces croyances-là pour pouvoir évoluer dans le milieu professionnel et se dépasser quelque part. Voilà. Et c'est aussi le rôle de l'entreprise d'accompagner ces femmes dans le dépassement de soi. Pour celles qui, au fond d'elles, se sentent capables, mais elles sont un petit peu bloquées avec leurs propres croyances limitantes. Voilà. Donc, programme au sein d'un plus sur le développement personnel spécifique pour les femmes, leur donner confiance et qu'après, elles prennent leur place. C'est ça, Daniel, qu'il faut imaginer peut-être, hein? Absolument, je pense qu'il y a une nécessité d'une meilleure prise de confiance en soi et puis peut-être de donner la chance aux femmes, tout simplement, puisqu'on voit bien que on a dit tout à l'heure qu'il y avait très peu de cadres dans notre profession de la branche immobilière. Donner la chance, on est quand même pour une prise de risque moins importante au niveau des femmes. On voit au niveau des femmes entrepreneurs, on voit qu'il n'y a que 30% des femmes qui sont des femmes chefs d'entreprise par rapport au nombre de chefs d'entreprise. C'est aussi parce qu'il y a une forme de politique de petits pas. Quand on a besoin de financement, on va demander, on va être sûr d'avancer, etc. Il y a quand même moins la gestion de la prise de risque et puis peut-être moins l'accès au financement aussi. Il faut peut-être regarder sur des problèmes qui sont d'ailleurs. Alors ça, c'est un sujet sur lequel on n'a pas de données aujourd'hui. Peut-être qu'on pourra en faire un live. Allez, je pose une question qui ressemble étrangement à un clicheton, comme on dit. Mais je l'assume comme ça nous permettra de tordre le cou aux idées reçues. Est-ce qu'il existe un management au féminin ou alors est-ce qu'il faut entendre encore ces phrases horribles du style une bonne femme manager, elle se comporte comme un homme? Est-ce qu'il y a un management au féminin ou pas, Sandra? Alors eh bien, disons qu'elle ne se pose peut-être pas ce type de questions, effectivement. Il faut lui tendre le cou à Gabi, il faut lui tendre le cou. Je ne sais pas, mais en tout cas, je crois que tout ce qui nous rassemble, c'est notre volonté justement de mettre en place des organisations qui permettent d'accueillir la différence quelle qu'elle soit. Et encore une fois, c'est ce qui change tout. On prenait l'exemple tout à l'heure des femmes qui rencontrent des difficultés pour les financements parce qu'elles n'ont pas assez de temps et tout ça. Mais je crois qu'un management au féminin, c'est aussi un management qui prend en compte les besoins des hommes et des femmes, mais là, du coup, des femmes, et qui met en place une organisation qui leur permet d'exister avec leurs richesses, avec leurs contraintes, avec ce dont elles ont besoin pour exister. Et peut-être que dans des modèles comme des réseaux de mandataires, c'est justement ce qu'on essaye de faire, de leur apporter des services qui permettent de faciliter la vie, de rendre accessible pour pouvoir justement que chacun puisse prendre en main son épanouissement, son développement, ses contraintes, et puis voilà, être indépendant et libre dans son action.
Je pense que sur le management au féminin, c'est peut-être pas comme ça qu'il faut le voir. C'est que la parité amène une meilleure performance dans l'entreprise. Il y a énormément d'études qui ont été faites. Et d'ailleurs, il y a le Cercle de l'immobilier, des femmes de l'immobilier, qui est une association indépendante, qui a fait un livre blanc sur la parité dans l'immobilier et qui donne des tas d'exemples sur une meilleure performance quand il y a la parité dans les équipes de management. Je partage tout à fait, justement, d'ailleurs, si je peux me permettre, Daniel, sur ce point, parce que moi, je crois vraiment au fait que dans une entreprise, il faut vraiment la considérer que c'est un collectif. Et comme tous les collectifs, comme dans une ville, comme dans une association, comme dans une famille, il y a des hommes, il y a des femmes, il y a des gens complètement différents. Et c'est cette richesse qui fait que l'équilibre se crée et que les entreprises se développent. Mais franchement, une entreprise avec que des hommes, c'est comme si on disait qu'une famille où il y avait que des hommes ou une ville où il y a que des hommes, ça marcherait pas. Et s'il y a que des femmes, ça marche pas non plus. Et je crois que c'est vraiment, Daniel, je partage tout à fait ça, c'est vraiment l'essence même de la vie que d'accueillir cette diversité. Et par exemple, chez Safety, moi je dis souvent qu'avec tous nos conseillers et nos conseillères, on a 5000 personnes, on pourrait reconstituer une ville juste avec l'ensemble des métiers, des compétences, des existences de chacun, avec la diversité de ce qu'on peut rencontrer dans une organisation. Et je suis tout à fait, je partage tout à fait cette idée. Alors, dis-toi, le temps passe très, très vite. Je n'ai pas vu filer les minutes. On est déjà à 45 minutes, mais je ne résiste pas. Est-ce que vous nous accordez, Madame la Présidente, encore 5 petites minutes, un petit débord? Oui, on peut y aller. Je pense que c'est utile. Après, si j'ai droit à une conclusion. Je suis d'accord. Je suis d'accord. Non, allez-y. Vous aurez droit à une conclusion. Juste sur le dernier volet que vous vouliez aborder, les femmes innovantes, on en a quelques-unes ici. On a par exemple Olivia qui est à l'origine de ce salon de la CoPro. Et vous en voyez aussi, vous, défiler des femmes innovantes dans votre salon. Les femmes aussi sont porteuses d'innovation dans ce secteur de l'immobilier. Oui, alors c'est vrai que dans le salon, on en voit. Moi, je vois des juristes éminentes, des journalistes, des animatrices d'émissions. J'en vois aussi beaucoup parmi nos exposants, nos partenaires. Et ce que je voulais dire, c'était compléter, c'est que quand on travaille bien une organisation d'entreprise, aujourd'hui, on est amené à compter le temps en entreprise, on compte le repos compensateur, on a des réglementations qui sont venues contraindre un peu certaines habitudes qui avaient été prises il y a 30 ans. Et finalement, au regard de mon expérience, l'organisation du travail, les process, le fait que, parce qu'on gère beaucoup d'aléas dans nos métiers, alors qu'on est beaucoup de femmes, on travaille le soir, on peut travailler le week-end. Ça nous a permis, ou en tout cas nous, les femmes des entreprises de l'événement, ça nous a finalement une organisation qui gère l'emploi du temps, qui gère le rétro-planning, qui gère quelque part l'aléa, nous a quand même beaucoup permis de se développer en étant mère de famille, en étant avec des vies sociales. Donc, je trouve que l'entreprise a tout intérêt à travailler son organisation pour intégrer ces modes de vie qui changent beaucoup avec les modes de vie de la jeune génération qui arrive. Un mot de Christelle qui nous dit, non, de Stéphane qui est de Lille et qui nous dit: Christelle a raison, mais il y a 15 ans, il n'y avait quasiment que des syndics hommes, puis la possibilité a été offerte aux assistantes d'évoluer au poste de syndic. À ce jour, il y a de plus en plus de femmes syndics qui souvent se révèlent meilleures que les hommes à ce poste, en particulier dans le relationnel avec les copropriétaires. Il est à Lille, Stéphane. Oui. Voilà qui est dit en passant. Alors, juste deux petites choses. Alors, je suis tout à fait d'accord. On est en train d'évoluer, donc c'est très positif. Dans les formations, il y a quand même de plus en plus de parité au sein des formations. Donc, effectivement, je voulais juste rajouter aussi par rapport aux mutations des métiers, parce qu'on est quand même dans une période en mutation. On a quand même, au niveau de l'immobilier, des outils informatiques, des logiciels, des applications qui sont… Alors, on parle d'innovation, mais ça va aussi faciliter, et ça facilite déjà le travail. Ça permet peut-être à certaines femmes d'être peut-être plus disponibles. En tous les cas, ça facilite grandement et ça optimise le travail
travail administratif, tout ce qui est suivi, tout ce qui est partage des connaissances. Les assemblées générales aussi maintenant peuvent se faire en partie en visio. Donc, on a des choses qui bougent parce qu'on a aussi des prestataires informatiques et qui sont des startups très, très innovantes. Le digital qui peut faciliter les choses. Le digital. Oui. On est aussi dans l'ère du télétravail, ça devient possible. Et puis aussi, je constate en formation des reconversions. Alors, est-ce que la crise sanitaire a accentué les choses? Je vois des infirmières, je vois des personnels de restauration, l'hôtellerie-restauration, qui se réorientent dans l'immobilier. Donc, on est en train, je pense aussi, de connaître des mutations. Et là, la formation, elle prend vraiment tout son sens. Juste une chose, après, je vous laisse tranquille, c'est que dans les formations 1+, on a des parcours qui sont donc à la disposition des participants. On a des formations qui vont de 2 heures, des formations qui vont 5 jours. Et là, il y a des nouvelles formations qui intègrent le bien-être au travail. Donc, je pense que c'est aussi important de le signaler ce soir. Et donc, ça concerne à la fois les hommes et les femmes. Et ce n'est pas qu'une question de parité, c'est une question aussi de discrimination, mais c'est aussi le bien-être au niveau confort de travail, environnement de travail et aussi l'attente de certains salariés. Parce qu'on peut aussi avoir un turnover dans le domaine de l'immobilier et l'objectif aussi, c'est d'investir sur les collaborateurs et de les fidéliser. Et donc, le bien-être au travail fait partie intégrante de ces différents parcours. C'est l'actualité copro, gestion locative et transactions. Voilà, j'arrête. Voilà, ça c'est dit. Alors, j'ai vu que la question de l'innovation que j'ai essayé d'introduire ne vous a pas enthousiasmé, peu importe, je ne le prends pas mal. Je voulais juste vous donner une information avant de demander à Daniel de conclure. Vous êtes toutes bien assises. Nous étions plus de 1000 connectés tout à l'heure et peut-être même encore un tout petit peu plus à l'instant où je vous parle. C'est Géraud Delvolvé qui a recueilli l'information auprès de Manu, qui est aux manettes depuis son labo de Montpellier où il dirige tout ça. Ma mission s'achève. J'ai eu le sentiment d'être un peu un intrus, vous savez, dans cette discussion. Vous m'avez accepté. Merci 1000 fois. J'ai passé un très, très, très bon moment avec vous. Je laisse évidemment Daniel conclure ce live. Merci beaucoup à toutes et à tous et Daniel Dubrac. Alors, on n'a pas parlé beaucoup d'innovation, mais pourquoi pas remettre un prix d'innovation ou un prix de la femme de l'immobilier plus tard, puisqu'on a la chance d'organiser des trophées, et on pourrait faire ça au Salon Reims ou au Salon de la copropriété d'Olivia. Mais moi, je voulais simplement dire qu'il fallait absolument faire confiance à ces femmes professionnelles dans l'immobilier qui sont nombreuses. Elles représentent un poids économique très important. Et l'enjeu de la parité, c'est un enjeu qui touche tous les secteurs et bien sûr le secteur d'immobilier. Alors, comme nous avons dans notre syndicat professionnel, nous avons 2 autres syndicats que sont la FNIM et le SNPI, mais je leur dis, pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas lancer de façon volontariste un pacte pour l'égalité dans le secteur de l'immobilier, puisque nous sommes ces 3 syndicats loi Hoguet, et il y aurait 2 points d'entrée. Ce serait évidemment un point d'entrée pour partager un peu une culture commune sur la parité, puisque la parité, ça fait progresser l'innovation, la performance de l'entreprise, mais aussi, pourquoi pas développer la parité dans nos organes de décision de nos syndicats professionnels, que ce soit des bureaux exécutifs ou des conseils d'administration. Voilà, en tout cas, je leur lance un peu ce défi et surtout cette nécessité de pouvoir mettre en valeur les femmes, et notamment celles, bien sûr, de l'immobilier, mais pas que. Voilà, en tout cas, merci Gabi d'avoir organisé cette réunion. Vous êtes notre journaliste préférée et on est content de vous avoir à chaque fois que nous avons des lives d'actualité ou de fond. Et sincèrement, si on pouvait avoir par ce biais-là mis en valeur les femmes tout court, ce serait vraiment un pari gagné. Merci à toutes et à tous qui êtes derrière vos écrans. Merci à Christelle, à Camille, à Sandra, à Olivia Gabi. Et à Daniel. Et puis merci aussi à Christelle Pereira qui était aussi dans les coulisses. Et je le répète, merci à Manu et à Géraud. À très vite sur les ondes avec l'UNIS, évidemment. Bye bye. Merci Géraud. Le voilà juste à la fin. À tout le monde, voilà, et à tous les salariés d'UNIS aussi.